L'actualité presse en République démocratique du Congo, sans se presser, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce énième numéro de votre magazine C'est Plus Presse. Nous allons analyser les questions d'actualité et pourquoi pas vous apporter plus de lumière à travers des analyses pertinentes de nos invités. J'ai l'honneur pour ces numéros de recevoir, c'est pour une première fois, il vient de signer sa signature dans C'est Plus Presse. Lui, c'est Clément. Moi, là-bas, journaliste et analyste politique. Clément, bienvenue dans C'est Plus Presse. Merci beaucoup, Divin, pour l'invitation. Je suis très content de rencontrer les vieilles connaissances. Christian Nyamabou, il y a également Romain Ganzambe. Voilà. Il y a également Christian Nyamabou qui nous rejoint, qui devient de plus en plus un habitué de C'est Plus Presse. Christian Nyamabou, vous êtes journaliste, je rappelle, et directeur des informations de la communication plus télévision. Bienvenue dans C'est Plus Presse. Ça me fait énormément plaisir de rencontrer encore Romain. Je crois que ma première participation, on était avec lui sur le même plateau. Et aujourd'hui, il y a encore une mayonnaise qui s'ajoute avec Clément. Et notre intérêt général, comme je l'ai toujours dit, le dénominateur commun reste la RDC et on va discuter sur tout ce qui s'est dit comme actualité ensemble avec les confrères, les co-débatteurs qui sont avec moi sur ce plateau. La politique a toujours été au centre de tout. Présentement, les politiciens congolais sont toujours dans le viseur des médias. Nous avons également l'honneur de recevoir Romain Ganzambe, Lucien habitué de C'est Plus Presse, d'ailleurs, que vous maîtrisez bien. Bienvenue, Romain. Merci beaucoup Christian pour Divin, voilà. Ses invités. Vraiment. Merci beaucoup Divin pour l'invitation. Je profite aussi de saluer Christian et mon co-débatteur de gauche. Saluer aussi tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ces instants. Merci beaucoup. Espérons que ça sera un débat républicain. Nous allons réfléchir autour de l'actualité qui reste dominée par la formation du gouvernement. Il y a également l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui s'est fait toujours attendre. Et pendant ce moment, Judith Tuluka, l'actuelle première ministre, continue à mener ses consultations en vue de la formation du gouvernement. Puisqu'on en parle déjà, les consultations ont débuté. On a vu plusieurs cadres politiques, notamment le présidium de l'Union Sacrée qui a été réussi. Et ensuite, ils ont échangé avec la première ministre tour à tour. On a vu l'AFDC demander Seba Tulukwebo, notamment l'UNC et ses alliés de Vital Kamere, notamment Christophe Mbosso Kodia Pwanga également a été consulté. On va parler de l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. On va d'abord parler de la formation du gouvernement. Tuluka Judith. Qu'est-ce attendre de ce gouvernement? Romain Ganzambe, on reste avec vous. Qu'est-ce attendre du gouvernement Judith Tuluka? Bon, je pense que concernant la formation du gouvernement, la population congolaise, parce que nous devons, en dépit de tout, comprendre que tout parti politique met au centre la population. Ça veut dire qu'attendre de ces gouvernements, c'est aussi penser à ce que ces gouvernements doivent apporter comme solution aux problèmes inhérents de la population. Là, nous voyons d'abord le premier problème le plus primordial, c'est l'insécurité à l'Est. L'insécurité. Nous pensons que les éléments qui devaient au moins être mis en place en toute urgence par Madame la Première ministre Judith Tuluka, vraiment l'aspect sécuritaire doit faire partie des priorités. Et aussi, nous voyons déjà le président de la République, lors de son investiture, il avait déjà mis en place, ou bien il avait déjà présenté 6 piliers majeurs de son deuxième quinquennat. Et nous pensons que Madame la Première ministre a déjà au-devant d'elle un canevas de travail pour juste concrétiser. Le plus important dans tout ça est que je suis très content parce que lorsque Madame la Première ministre avait tenu sa première adresse à la presse ou à la population, elle avait vraiment défini son gouvernement comme le gouvernement de la compétence professionnelle. Ce qui veut dire que
que ce soit par rapport à la formation de son gouvernement, elle tiendra vraiment compte de la compétence professionnelle et non de l'amateurisme au sommet de la gestion de la chose publique. Quand vous parlez de la compétence, vous voyez quoi en premier lieu? L'expérience de gens qui ont beaucoup plus travaillé au sein du gouvernement. Vous comprendrez toujours ma logique. Je suis de ceux qui n'ont toujours pas eu l'habitude de s'attaquer aux individus ou de citer nommément de personnes. Quand nous parlons de la compétence, vous comprenez qu'il s'agit là de technocrates, de personnes qui ne viennent pas apprendre au sommet de l'État. Qui ont déjà œuvré au sein du gouvernement. Ils peuvent avoir œuvré, tout comme ils n'ont jamais œuvré, mais des personnes qui sont capables d'apporter des solutions aux problèmes de la population. Je m'abstiens, ça ne fait pas partie de mon éducation idéologique ou politique. Chez nous, c'est l'idéal qui prime sur les individus. Tous ceux qui doivent avoir la gestion de la chose publique doivent être des personnes capables de trouver solution et non des personnes qui viennent faire dormir la population avec des discours à dormir debout, si vous me permettez cette tautologie. Mais est-ce que dans les salons politiques, ce sera la dernière question avant de prendre Christian Niamabou, est-ce que dans des salons politiques au niveau d'AREP et AB, les choses se préparent déjà parce qu'on a déjà consommé 17 jours après la nomination de la Première ministre, on n'a toujours pas le gouvernement, on a vu la Première ministre s'est échangée avec Jean-Michel Sama Lukonde et également on a vu l'actuel ministre de l'aménagement du territoire Guy Luando qui était dans cette rencontre. Déjà, comment se passent les choses dans le couloir politique de AB? Bien avant de partir dans notre règlement politique, je vais d'abord vous ramener à quelque chose. Le plus important n'est pas le nombre de jours. Le plus important dans tout ça, c'est que l'on nous mette en place un gouvernement qui soit à la hauteur des problèmes des Congolais. Ça, c'est ce qui est plus important. Et pour ce qui concerne notre... Peu importe la durée que cela peut prendre. Pour ce qui concerne les regroupements politiques AB et Mosaïque, je voudrais ici dire que c'est comme tous les regroupements politiques ont été reçus par son Excellence Madame la Première ministre pour donner des orientations claires autour des propositions qui sont appelées à faire. On a demandé à tous les regroupements politiques de penser femmes, penser aussi jeunes. Vous comprenez? Donc, dans la formation de ce gouvernement, ils doivent vraiment marteler sur cet aspect des choses où les jeunes doivent aussi jouer un rôle et aussi les femmes, sans exclure tous les compétents de la République qui sont dans nos regroupements politiques. Et nous pensons que pour ce qui concerne les regroupements dont notre parti fait part, c'est un exercice purement normal, un exercice de formalité qui fait l'objet de ces échanges avec Madame la Première ministre. Merci beaucoup. Romain Nganzambe, rapidement on va prendre Christian Niamabou. Déjà 17 jours depuis que la Première ministre a été nommée par les chefs de l'État. En fait, il y a un débat qui s'est créé. Donc, elle pense que la Première ministre, Judith Tuluka, est en train de refaire les travaux déjà accomplis par l'informateur, puis formateur Augustin Kabouya. Ça se ressemble et c'est d'ailleurs mon inquiétude parce que aujourd'hui, ça fera 18 jours que Judith Tuluka a été nommée Première ministre de ce pays. Et bien entendu, ça fera déjà, c'est pas moins de 100 jours que le président Tshisekedi a été réélu encore à prêter serment. Et les Congolais s'attendent à beaucoup de défis que ce gouvernement doit relever. Vous le savez, on a la situation sécuritaire qui laisse à désirer dans l'est du pays. On a la situation sociale, on a la situation économique. Mais quand ça commence à prendre les temps, ça dérange beaucoup. Aujourd'hui, les histoires freinent. On a vu, selon le programme que j'ai lu pour les audiences de la Première ministre avec ses consultations, ça ne prendra pas fin avant le 19. Donc, on aura à consommer au moins, plus ou moins 19 jours pour les consultations après la nomination de la Première ministre. Alors qu'on en a vu à l'époque formateur Augustin Kabouya. Il a initié les mêmes consultations, il a reçu presque les mêmes personnes, presque les mêmes regroupements,
presque la même formation politique. Je crois qu'il aurait déjà donné la mouture générale pour la formation du gouvernement. Mais lorsque la première ministre reprend le même travail, ça prend le temps. Et pendant ces temps-là, les Congolais s'impatientent. C'est là que ça dérange. Donc vous n'adhérez pas à cette idée de Vital Kamerhe qui pense que la formation du gouvernement peut prendre les temps qu'elle peut prendre, cela ne posera aucun problème à la République. Adhérer ou pas, mais moi je me remets à la Constitution. C'est là que j'ai toujours dit à travers mes interventions qu'il faudra revoir cette Constitution parce que elle pose beaucoup de problèmes. C'est cette constitution qui donne le pouvoir à l'informateur, ou plutôt au formateur, de travailler pendant 30 jours renouvelables. Donc, il peut le faire pendant 60 jours. C'est cette constitution. Mais si la constitution donnait le pouvoir total au président de la République, une fois élu, une fois investi, il nomme le Premier ministre, et on passe rapidement à autre chose. Mais quand la Constitution elle-même, telle qu'elle avait été rédigée en faveur des belligérants de l'époque, et voilà, on est dans cette situation qui bloque le Congo et qui bloque les Congolais, ce qui n'arrange pas du tout. Mais il y a un autre problème aussi, c'est au niveau des formations politiques. Les camps politiques oublient actuellement là le camp du peuple, mais ils voient maintenant leurs intérêts personnels. Chaque camp voit les quotas, voit ce qu'ils font faire, même si ça prendra autant de temps. Parce que même les ministres sortants, ceux qui sont encore en train d'assumer, d'expédier les affaires courantes aujourd'hui, ils appartiennent à des camps politiques. Et s'ils perçoivent certains avantages, cela rentre encore dans leur camp politique. Et ce sont tous ces camps-là qui sont en train encore de gérer les choses. Et ça nous prend le temps. Et c'est là que ça fait mal à la population. Parce que aujourd'hui, on devrait, par exemple, avoir une idée générale sur ce que sera l'économie de la RDC. Parce qu'il vous souviendra que le ministère de l'économie a été géré par le ministre Justin Kalumba avant Vital Kamerhe. Justin Kalumba a été déchu par le Parlement, l'Assemblée nationale. Pour quelle raison? C'est parce qu'il fait partie de ceux qui s'étaient opposés à la manière d'agir des multinationaux qui cherchent à ce qu'ils puissent détenir de toutes les façons notre économie, que l'économie soit extravertie, que tout dépende de ces gens-là qui nous fixent les prix. Il a été évincé, il a quitté, mais avant que Vital Kamerhe ne prenne les arènes du ministère de l'économie, tout ce temps-là, il y a eu une transition avec à l'intérim Nicolas Kazadi, en même temps ministre de l'économie, en même temps ministre des Finances. Alors, lorsque Vital Kamerhe est venu, il a fait environ une année, mais pendant tout ce temps-là, avant de faire le travail qu'il a abordé, mais qu'est-ce qu'il y avait avant lui? Et actuellement, là, Vital Kamerhe a démissionné au poste de ministre de l'économie et il y a encore l'intérim qui se joue là-bas. Et toutes ces choses-là, ce sont des histoires qui font réfléchir les Congolais pour se dire, mais on veut à ce qu'il y ait un gouvernement bien assis qui pourra piloter les choses. Parce que c'est vrai que le budget a fait son travail. On a un budget, oui, qui est intéressant, mais on doit sentir ça dans le panier de la ménagère. Mais tant qu'on n'a pas encore un gouvernement, mais pendant ce temps, il y a les consultations qui se poursuivent. On se demande, est-ce que c'est le travail qui était fait par le formateur qui était incomplet, ou bien la première ministre devrait aussi apporter sa touche à part entière? Parce que au-delà de tout ça, il faudrait aussi voir que, selon ce que j'ai lu aujourd'hui, la première ministre aurait aussi proposé à ce que sur chaque poste ministériel, qu'il y ait proposition de 3 noms. 3 noms. Ouais, comme d'habitude. Lorsqu'on va proposer 3 noms sur chaque liste, et on passera encore au tirage au sort. C'est le temps que ça prend. Et tout ça, vous voyez que ça sera à l'avantage ou au désavantage de la population. Et pendant ce temps, l'unique personne qui est redevable devant la population, c'est le président de la République. Raison pour laquelle, là, je reviens encore à ce que j'avais dit, que j'ai toujours pensé à ce qu'on puisse avoir le changement de la Constitution pour que le président qui est redevable devant la population ait le plein pouvoir de tout agir quand il s'agira soit de nommer le Premier ministre, soit d'assurer autre chose. Mais Christian Nyama, vous ne pensez pas que cette pression uniforme ne risque pas de désorienter la Première ministre, parce que c'est elle qui portera cette lourde fardeau de la performance de son gouvernement? Je ne pense pas que la pression pourra affecter la Première ministre, parce que on doit se le dire, la femme a sa manière de gérer.
la femme assume, hein, la femme consomme, la femme n'est pas souvent évadée, la femme reste concentrée quand elle fait quelque chose. Et remarquez même si vous déplacez dans une voiture conduite par une femme, il y a beaucoup de précision, il n'y a pas beaucoup... vous voyez, la femme pose ses roues vraiment sur la chaussée et les choses marchent. Mais quand on est sous pression, on risque de décéder. Quelle que soit la pression, même si la femme fait les fausses manœuvres sur une chaussée, vous allez voir qu'elle les fait tranquillement. Même s'il y a des gens qui s'arrêtent de gauche à droite, la femme va finir paisiblement ce qu'elle est en train de faire avant de pouvoir laisser les passages aux autres. Merci beaucoup Christian Nyamabou, puisque vous avez également évoqué ici l'aspect compétence des membres du futur gouvernement. Judith Toulouka, Clément Moualaba. Aujourd'hui, on a vu quelques classiques, quelques leaders politiques à l'issue de cette rencontre avec la première ministre, notamment Pousse Mouabilou, qui a soutenu qu'il faudrait avoir un gouvernement des expérimentés, des gens qui ont déjà travaillé dans le gouvernement. C'est parmi les quand est-ce que les autres auront aussi l'expérience qu'ils ont fait également à la première ministre Judith Toulouka. Vous adhérez également à cette manière de voir les choses? Merci Divin. Je n'adhère pas. Et quand quelqu'un comme Pius Mouabilou propose un gouvernement désexpérimenté, suivez mon regard. On parle de et l'expérience. Aussi l'éclat de rire sur le plan de l'expérience, de l'expertise, tout le monde est d'accord. Non, mais pour ces pays, il ne suffit pas de l'expertise et de l'expérience. Il faut aussi la volonté politique surtout. Et quand mes co-débatteurs parlent de la jeunesse, parce que la jeunesse a une particularité, il y a un peu de l'agnac, vous voyez. Il faut un peu un gouvernement qui a de la fougue, déterminé à changer des choses. Les expérimentés, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sont aux affaires? Ils voient que leurs intérêts. Il est là, parlons proposition des noms. Et quand le Premier ministre demande de proposer 3 noms, ça les choque, les expérimentés, les autorités morales. Parce qu'ils voudraient que ce gouvernement soit un gouvernement des autorités morales, des présidents des partis politiques. Et quand est-ce que les choses vont changer? Parce que nous avons vu des gouvernements passés, il y a eu des expérimentés, des experts, mais ça ne change rien. Nous voulons un gouvernement qui va s'appuyer sur les 6 engagements du président de la République. Oui. Parmi ces 6 engagements-là, moi je retiens beaucoup plus sa promesse, son engagement de créer 6 millions d'emplois. Et 6 millions d'emplois, Divin, je te dis, ce n'est pas une chose facile. Alors, pour y parvenir, il faut du travail. Il faut les gens qui vont travailler, qui vont mettre en place une politique de recrutement. Surtout avec aussi la loi de la sous-traitance, nous avons l'autorité de régulation des sous-traitances, tout ça, voir qui respecte la loi, imposer aux entreprises qui viennent une politique de recrutement. Mais que ce ne soit pas aussi des gens qui viennent apprendre à la tête de l'État. Non, mais c'est quoi apprendre à la tête de l'État? Moi, je ne suis pas pour ceux qui n'ont aucune notion de l'administration, de la gouvernance. Mais eux, lorsqu'ils ont commencé, est-ce qu'ils étaient ministres quelque part? Non. Le problème se pose aussi au niveau des partis politiques. Il n'y a pas un encadrement en dehors de la formation idéologique, un encadrement, une formation approfondie sur l'administration, le management et le leadership. Où est-ce qu'ils recrutent leurs membres dans leur parti politique? C'est dans leur famille biologique, c'est dans leurs églises, c'est dans la rue. Il faut encadrer ces gens-là parce qu'un jour, ils seront appelés à assumer des fonctions et ils ne devraient pas découvrir les choses aux commandes. Donc, les partis politiques ne font pas ce travail-là parce que la personne que vous avez citée a beaucoup excellé dans ce genre de choses. À chaque fois qu'il y a un gouvernement, il se propose lui-même, tout ça. Je félicite souvent Dani Banza. Également, il a un bilan à la tête du ministère de l'urbanisme. Non, ce n'est pas une question de bilan. L'État fonctionnera même après lui. Ce n'est pas une question de bilan. L'État a besoin de lui dans d'autres choses. Il peut aussi rester dans son parti politique et gérer les choses de loin.
comme le font d'autres dirigeants politiques. Il n'a pas besoin d'étouffer la jeunesse. Et quand est-ce que les gens de son parti auront de l'expérience? Parce que je n'aimerais pas, bon, je ne voulais pas citer les noms des gens, mais vous l'avez cité. Et quand vous voyez des leaders politiques qui n'envoient que les noms de leurs enfants au poste de responsabilité. Et quand est-ce que les partis politiques vont grandir? C'est un problème sérieux. Donc, ici, et le chef de l'État et le Premier ministre doivent éviter des complaisances. Mettre du sang neuf. Bon, quand je parle du sang neuf, je ne vois pas que la jeunesse. Parce qu'il y a aussi des personnes âgées qui ont de l'expérience et de l'énergie pour changer les choses. Vous voyez, on a eu un ministre de l'économie qui est venu à la tête du ministère. Au lieu de commencer à travailler, il commence à nous expliquer, non, le gouvernement, on doit mettre en place une politique agricole, tout ça. Est-ce qu'on a besoin des explications pareilles? Quand vous êtes un docteur en économie, vous passez directement à l'action, vous proposez, comme on a la chance d'avoir le conseil des ministres chaque semaine, vous proposez votre politique dans votre... Est-ce qu'il y a eu assez de temps pour mettre en place cette politique agricole? Non, mais on parle d'agriculture chaque jour. À l'époque, avec Joseph Kabila, on parlait de l'agriculture, priorité des priorités. Ce sont que des slogans. On ne veut pas changer. Pourquoi? Parce que la plupart de nos ministres, de nos acteurs politiques sont des sous-traitants, des lobbyistes, des importateurs. Et ça, les choses ne peuvent pas changer si ils continuent à représenter les intérêts des personnes qui importent à l'extérieur. Parce que dans l'importation, ils gagnent plus que lorsque nous allons commencer à produire sur place. Et ils viennent avec un discours officiel, mais... dans les couloirs, ils ont des actions qu'ils mènent contre la République. Et parce que quand un opérateur économique viendra lui proposer une enveloppe d'1 million de dollars pour représenter ses intérêts, tout ça, il va prioriser l'enveloppe que l'intérêt général. L'intérêt général, c'est pour satisfaire, pour un discours de consommation public. Merci beaucoup, Clément Mwalaba. Au-delà de l'expérience, on parle également de la probité morale, en tout cas, sur tout ça. Et on reproche aussi aux partis politiques, les autorités morales des partis politiques, les responsables des partis politiques, de toujours envoyer leurs noms, les noms de leurs enfants, de leurs cousins, des personnes qui ont des liens familiaux avec eux. C'est aussi le cas dans vos partis politiques, parce qu'on risque d'avoir un gouvernement Toulouka avec des figures qui ont animé le gouvernement Sama Lukonde, notamment ici le ministre, l'actuel ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando, qui est un parti politique. Est-ce qu'au sein des partis, vous essayez aussi de mettre en valeur l'intelligence juvénile? Je voudrais d'abord commencer par signifier que sur ces plateaux, je pense que je suis le seul politique et les autres sont des analystes. Dire que les partis politiques devaient former les militants, comment on gère, je pense que ce n'est pas ça la mission d'un parti politique. Mais le parti politique peut organiser des séminaires, des renforcements des capacités. Tel en est le cas avec notre parti, Agissons pour la République, parti cher à son excellence Guy Luando Mboyo. Nous pensons qu'au niveau du parti politique, chacun vient avec ses compétences pour, aider les partis à aller de l'avant, 2, apporter sa contribution pour l'édifice de la nation. Ça veut dire, au sein du parti, nous recevons les adhésions de médecins, de politologues, de mécaniciens, des ingénieurs, tous ces mondes-là qui viennent adhérer au sein du parti. Et au moment opportun, lorsqu'on a besoin par exemple des ingénieurs, on fait appel aux ingénieurs. Lorsqu'on a besoin des médecins, on fait appel aux médecins. Ce n'est pas au niveau du parti politique qu'on va venir enseigner aux gens comment il faut faire de la médecine. C'est là au moins, je pense que dernièrement, au sein de notre parti, il y a eu un séminaire idéologique. Et autour de ce séminaire idéologique, on a réuni tous les cadres du parti
non seulement des cadres du parti, comme on venait de passer aux élections, on a réuni tous les nouveaux élus provinciaux et nationaux, où le parti a fait appel aux éminents professeurs de notre pays, notamment, vous me permettrez de citer le professeur Jacques Njoli. Il y a eu des grands professeurs qui ont renforcé les capacités pour les élus. On leur a expliqué comment fonctionne l'Assemblée nationale, les assemblées provinciaux. Pour tout le monde, on a expliqué comment fonctionne la République au niveau des institutions nationales jusqu'à la base. Mais Romain Ganzam, c'est pour quelle finalité? Le problème, c'est ça, c'est pour quelle finalité? Non, ça, après ce genre de formation, quand il faut nommer un ministre, un mandataire, c'est toujours l'autorité morale qui se présente en premier. Pour les cas de mon parti, notre parti est un nouveau parti qui est né il y a de cela une année. C'est pour la première fois que nous avions eu les élus, et je vous informe que nous en avons eu près de 9 élus au niveau national, et au niveau provincial, nous avons eu plus de 34 élus, et nous sommes en train ici, vous me permettrez, de jeter les dévolus sur les efforts fournis par notre parti, l'hiérarchie de notre parti. Je vois notre autorité de référence, Maître Guy Luandomboyo, le camarade Camille Richard Kalele, qui ont vraiment milité pendant les rendus de cours et tribunaux. On nous avait invalidé plus ou moins 3 députés au niveau de la province de Sud-Ubangui. Gloire à Dieu, les efforts qui ont été menés, la défense qui avait été rigoureuse, nous avons pu être rétablis dans nos droits. Nos 3 élus d'ici d'Ubangui sont rentrés dans leurs droits. Donc comprenez là que nous sommes dans notre première expérience et nous pensons que notre autorité de référence, qui est ce grand fédérateur, qui considère notre parti comme le parti de notre génération, le parti de la jeunesse, ne pourra pas, si jamais il arrivait proposition, ne pourra pas mettre de côté la jeunesse, ne pourra pas. Notre autorité n'est pas dans ces histoires de famille, n'est pas dans ces histoires. Moi-même qui fais sa défense, je ne suis pas de sa famille. Je suis ni de loin ni de près de sa famille. Donc ça veut dire que nous sommes dans un parti légaliste, dans un parti qui respecte les normes ou l'élégance de la géopolitique. Et donc nous sommes en train de vous rassurer que le parti, c'est vrai, nous avons plusieurs partis, des partis mallettes, nous avons des partis, mais le parti dont je vous parle maintenant, Agissons pour la République, c'est l'un des meilleurs partis de la République qui puisse exister dans notre pays. Vous avez soutenu tantôt ici que la durée de la formation du gouvernement ne doit pas poser un problème pour les uns et les autres, mais déjà, vous le maîtrisez bien parce que on a une année, la première année du gouvernement, c'est pour l'installation de membres du gouvernement. Ça prend presque toute une année. Et la toute dernière année consiste à organiser les élections. Donc, la nouvelle première ministre n'aura que 3 ans pour mettre en place cette politique du président axée sur les 6 piliers majeurs tels que présentés. Est-ce qu'elle aura assez de temps pour y arriver rapidement dans 2 minutes? Non, avant que nous puissions y arriver, je voudrais aussi rebondir directement sur l'énoncé de Christian, qui avait dit ici qu'il arrive à faire une confusion entre le travail fait par Augustin Kabouya et ce que serait en train de faire Madame la Première ministre. Vous savez que nous sommes sur cette chaîne et de fois, ce que nous sommes en train de faire ici doit servir de leçons ou de matière pour ceux qui nous suivent. Ça veut dire, vous devez savoir que Augustin Kabouya, comme informateur, a eu à faire un travail moins de son temps reconnu par la Constitution. Parce que vous devez savoir que la Constitution donne à l'informateur 1 mois renouvelable une fois. Et vous vous rendrez compte que le travail que l'honorable Augustin Kabouya a eu à faire, ça a été moins de 2 mois. Ce qui veut dire que ça a été vraiment respectueux du temps. Et aussi, maintenant, là, nous passons directement. Madame la Première ministre est en train de faire le rôle de formateur
du gouvernement. Le rôle que Augustin Kabouya a joué. Il n'a pas joué le rôle de formateur. Parce qu'après avoir déposé son rapport au président de la République. Mais sa mission non. Et j'étais sur ce plateau avec vous. En vous disant que Augustin Kabouya n'a pas reçu mandat de formateur. Il avait travaillé comme informateur. Au premier rapport, on lui a dit de parfaire ces rapports. Donc, il avait été reconduit comme informateur dans le deuxième mois. Avec une mission élargie, avec des compétences de l'informateur. Il faut bien suivre ce qui s'est passé. Allez-y. L'honorable Augustin Kabouya, après un mois de son travail, il est allé présenter son rapport auprès du président de la République. Et le président de la République, ayant vu ces rapports, il a constaté qu'il y avait certains points qui n'ont pas été analysés par monsieur l'informateur. Vous voulez soutenir que le travail n'a été bien fait, mal fait? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Je précise bien que il était question de certains points qui n'avaient pas été pris en compte, pour lesquels le président de la République lui a demandé de parfaire. Mais on dit la même chose, les rapports n'ont pas été complets. Non. Quand vous dites n'a pas été bien fait, moi je n'ai pas dit qu'il n'a pas été bien fait. N'a pas été complet. Non, il ne faut pas utiliser. Mais c'est ce que vous laissez ne me pousse pas à utiliser. Je n'utiliserai jamais vos mots. Permettez-moi de m'exprimer en mes propres mots. J'ai dit, le travail avait été fait à la fin du premier mois du travail de l'informateur, à l'issue duquel le président de la République aurait bien voulu qu'on aille au-delà de ce qu'il avait eu à faire selon les orientations du président de la République. Ce qui ne veut pas dire qu'il avait mal fait, et c'est possible, si c'était mal fait, on lui aurait demandé de retravailler à zéro. Donc c'est là que j'étais en train de dire. Et ici, madame la première ministre est en train déjà de travailler pour la formation du gouvernement. Et du coup, de manière tacite, nous constatons que madame la première ministre joue le rôle de formateur. Parce qu'à l'issue de ce qu'elle va aussi maintenant faire, c'est ce qui va nous permettre enfin d'avoir maintenant un gouvernement. Mais dans la ligne où les choses, on risque encore de consommer les facteurs temps, oui, c'est vrai que nous tous, nous voulons à ce que le plus vite possible, le gouvernement soit mis en place, parce qu'il se constate au sein même de l'administration une certaine léthargie. Il y a certaines décisions qui n'arrivent pas à être prises parce que ceux qui sont censés prendre ce genre de décisions sont de ministres en fonction. Oui, c'est vrai, mais nous devons être patients afin d'avoir un travail bien fait et que nous puissions avoir les résultats escomptés. Nous n'allons pas... même si ces consultations nous consomment pas 3 mois, parce que même madame la première ministre elle-même l'avait déjà dit à l'entame qu'elle est vraiment plus que impatiente d'avoir déjà un gouvernement mis en place afin de concrétiser. Le facteur temps, c'est là que nous sommes. L'immensité de notre pays nous plonge dans une complexité qui fait. C'est pourquoi j'étais même en train de voir certains amis qui disaient vous voyez, au Sénégal, ils ont eu le président, après ils ont déjà le gouvernement, tout ça. Nous n'avons pas le même régime gouvernemental. Ici, chez nous, nous avons un régime qui est, je peux dire, constructif. Au sens que le président de la République, le seul, ne peut pas tout prendre comme décision seul. Il y a ce qu'on appelle une cohésion gouvernementale. Mais que ça ne prenne pas également trop de temps. Prendre le temps, c'est ce que j'étais en train de dire. En étant trop pressé, on mange cru. Mais en étant patient, on mange ce qui est vraiment bien préparé. Vous avez dit ici que les choses sont paralysées, notamment le fonctionnement de l'administration. C'est le constat, c'est le constat que nous faisons tous. C'est la raison pour laquelle nous demandons à ceux qui ont la charge de mettre en place ce gouvernement dont nous attendons d'appuyer sur l'accélérateur. Mais nous ne pouvons pas aussi les tenir rigueur. Parce que n'oubliez pas que nous n'avons pas besoin d'avoir de frustrés. Parce que la frustration a été toujours à la base de beaucoup de maux dans la gestion de notre pays. En tout cas, il y en aura toujours. Merci beaucoup, Romain. Rapidement, Christian,
une réaction puisque nous voulons changer des... Je réagis rapidement. Sachez-les qu'on ne va pas satisfaire aussi tout le monde parce que si il faudra le faire, on sera obligé d'avoir un gouvernement éléphantesque. Et avec ce que Romain vient de dire ici, c'est aujourd'hui que je viens de l'apprendre, je viens d'être informé qu'Augustin Kabouya, après avoir été informateur, il n'était plus devenu formateur. Non. En tout cas, c'est quand même intéressant, mais à ma connaissance, selon ce que Alors qu'on a appris, vu plusieurs Augustin politiques Kabouya, également. Il n'y a pas eu un acte juridique les nommant formateur. À l'exception de celui les nommant informateur. peut-être un acte verbal pour... Non. Nous travail. sommes dans la gestion de la chose publique. Nous devons savoir que tout doit être sanctionné par des actes juridiques. Du point de vue juridique, M. Augustin Kabouya n'a jamais été formateur. Merci beaucoup, Romain. Je Christian, continue continue. pour signifier ceci. Augustin Kabouya a repris la seconde partie de son travail après avoir fini la première partie des consultations pour identifier la majorité parlementaire. D'ailleurs, à l'issue des élections de 2023, c'était connu directement et facilement que le camp de l'Union sacrée avait une large majorité parlementaire. Et c'était facile à identifier parce que l'UDPS avait plus ou moins 68 députés avant les contentieux et ainsi de suite. On savait au moins que c'est presque la même mouture qui est revenue après l'UDPS, c'est l'UNC, ainsi de suite. Et juste après avoir déposé ses rapports auprès du président de la République, qu'est-ce qu'Augustin Kabouya a repris encore comme consultation. Il a commencé à recevoir cette fois-là. Mais c'est ce que je suis en train aussi de dire là. J'insiste là-dessus parce que vous devez vous rendre compte que le travail que Madame Judith est en train de faire ici, faites un peu vos analyses. Aucun autre Premier ministre ne l'a déjà fait. Non. Vous n'allez pas dire ça parce que nous allons... Non, de manière officielle. Nous allons vérifier et y revenir. Vérifier. Au moins, il faut les autres premiers ministres, quand on nomme l'informateur, on nomme le formateur, on lui donne juste la monture. Après publication, il commence le travail. Mais c'est ça, pourquoi ça traîne? Mais ici, c'est parce que Madame Judith est en train de jouer le rôle de formatrice du gouvernement. Mais apparemment, on avait déjà la mouture du gouvernement sur le partage, les calculs, le quota des partis politiques. C'est là que je me répète qu'il y a eu déjà une majorité parlementaire déjà bien identifiée. Lors du premier rapport qu'Augustin Kabouya, le secrétaire général de l'UDPS, le député national, avait remis au président de la République. Et juste après cela, il a commencé à recevoir encore les leaders politiques, les autorités morales, les regroupements, tout ça. Et on se demande, c'était encore quel travail si ce n'est pas celui qui est presque semblable à ce qu'on est en train de faire par l'actuel Premier ministre. Alors, on est en train de perdre le temps comme ça. Je suis en train de préciser aujourd'hui que Matata Pogno a fait plus ou moins 12 jours avec Adolphe Mouzitou aussi pour former le gouvernement, ce qui ne fera pas la première ministre Judith Toulouka parce que jusqu'à la fin de cette semaine, il n'y aura pas sortie du gouvernement. Selon mes analyses, il n'y en aura pas. Espérons peut-être comme nous le souhaitons pour la semaine prochaine. Mais là, ou le mois prochain. Mais Mouzitou a fait, Gizenga a fait 94 jours avant d'avoir son gouvernement. On va prendre également Clément Mois là-bas. On doit se servir de cet exemple. Si Gizenga a fait... Non, je suis en train de dire, c'est pour autant dire que... C'est pour autant dire que... La situation économique n'était pas la même. C'est pour autant dire que nous sommes devant un fait. Le souhait de tout le monde est celui qu'on puisse avoir le gouvernement le plus tôt possible. Mais les aléas font état de ce que nous vivons. Alors nous devons user de la patience. Ces aléas c'est la moindre des choses que nous puissions faire. N'ont pas le sens d'être compris parce que on ne sera pas là pour satisfaire les camps politiques. Vous le savez, il faut quand même préciser. En 2018, après les élections, Félix Tshisekedi a eu le temps pour avoir un nouveau gouvernement parce que FCC cache, FCC bloque comme ça se disait, cache, ainsi de suite. Mais actuellement là, il n'y a personne qui bloque Félix Tshisekedi. Actuellement parce qu'il a une marge de manœuvre pour avoir conquis facilement la majorité parlementaire et lui-même pour avoir été élu avec beaucoup de pourcentages de suffrages universels directs. Alors,
on doit aider, on doit exercer cette pression sur la première ministre pour que le gouvernement sorte le plus vite que possible. On ne doit pas être vraiment trop large ou encore tolérant parce que, comme je l'ai dit, il ne sortira pas un gouvernement avant 19 jours. Ça sera peut-être après 19 jours. Mais Romain l'a dit ici, il faut de la patience. On risque d'avoir un gouvernement. Ensuite, on aura beaucoup de frustrés. Quand on est intelligent devant un examen, on n'est pas obligé de patienter. On a une réponse, on couche sur les papiers, on passe. Merci beaucoup, Christian Yamabou. La parole est accordée à Clément Mwalaba. Oui, merci Divin. Je pense ici, nous n'avons pas la notion du temps, les Congolais. Et ajouter à cela la notion de l'urgence. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, il y a beaucoup de situations qui sont bloquées parce que ce gouvernement démissionnaire est limité par rapport aux affaires courantes. Alors, nous devons avoir normalement un gouvernement et aussi c'est la faute au système que nous avons. On a un système tribal, équilibre géopolitique par-ci, tout ça. Et quand vous présentez une mouture du gouvernement, tout ça fait partie des contraintes. Il faut d'abord voir qui est de telle région, qui est de tel territoire, tout ça. Et vous voyez que ça ne sera pas facile. Bon, alors, nous avons aussi accepté de perdre du temps avec Augustin Kabouya comme informateur parce que tout était... Oui, on a perdu beaucoup de temps. Il a consulté pendant au moins 2 semaines quelque chose pour aller remettre un rapport. Après, on nous dira non, il est maintenant informateur et il est formateur. Après... En tout cas, il était dans les délais. Hein. Il n'est pas allé hors délai. Il était dans le délai, mais quand vous avez une majorité aussi écrasante que ça, est-ce que vous avez besoin de passer beaucoup de temps à consulter? C'est ça en fait. Mais je pense que moi, ma lecture, je l'ai fait. Je trouve que l'informateur a fait un travail sur le plan de la forme, identifier la majorité, quel est le groupement qui a autant de députés, qui mérite quoi. Maintenant, c'est au Premier ministre de mettre en place un critérium géopolitique aussi, un critérium par exemple lié à l'âge, un critérium lié au genre, tout ça, parce que ça doit faire en sorte que le gouvernement soit équilibré. Et aussi par rapport à ses exigences des compétences. Oui, il y a tout ça justifie la durée. Non, mais ça justifie rien parce que si déjà on accepte d'assumer ces responsabilités-là, on doit se presser, on doit assumer. Comme il y a un adage qui dit celui qui avale une noix fait confiance à son anus. Donc, vous acceptez, vous assumez et vous allez vite pour gagner du temps. En revenant à Romain, nous avons une mauvaise conception des partis politiques chez nous. Hein. Les partis politiques ici, on dit on doit seulement former sur le plan de l'idéologie. On ne doit pas se limiter là-bas. Parce qu'on peut voir l'exemple avec les partis communistes chinois, avec le parti communiste russe à l'époque. Même Vladimir Poutine a été envoyé à l'université par le parti, tout ça. Donc, les partis ne doivent pas seulement se limiter là. Un parti politique peut aussi mettre en place une politique de l'éducation nationale. Donc, cela veut dire que vous pouvez aussi envoyer vos militants à l'université avec des bourses pour qu'ils vous reviennent avec des compétences qu'il faut. Et c'est aussi bon, c'est peut-être aussi un malheur d'être dans un débat des journalistes avec des politiques parce qu'ils auront toujours tendance à défendre leurs leaders et leur façon de faire. Par moments, on les condamne, mais ils se battent entre eux. Mais quand il s'agit de leurs intérêts, ils peuvent coaliser sans problème. Et en fait, c'est ça. On insiste beaucoup sur le remaniement, le changement, le renouvellement des têtes à la tête, permettez-moi la tautologie, les renouvellements à la tête du gouvernement, que les anciennes têtes ne reviennent pas, parce que c'est aussi ce que pense l'opinion. Hein. Comme le dit quelqu'un, un remaniement politique, c'est en quelque sorte modifier des ingrédients d'une recette qui ne fait pas l'unanimité.
On connaît des gens qui veulent revenir au gouvernement que la population ne veut, dont la population ne veut plus. Donc, il faut les mettre à côté. C'est le problème, c'est la population. Il faut répondre aux critériums, comme vous l'avez dit, imposés par Judith Toulouka. Mais si on tient compte du critérium, parce que d'après l'information que j'ai lue sur la toile, elle a aussi dit qu'elle ne voudrait pas travailler avec les chefs et les autorités morales. Hein? Si ça doit être ça, c'est aussi un critérium déjà qui est fixé. Donc j'en suis content. On voit comment les choses vont évoluer. On a besoin d'un gouvernement qui va résoudre les problèmes des bases de la population. Merci beaucoup Clément. Moi là-bas, rapidement, on va changer des chapitres. Romain, vous voulez intervenir? Non, j'allais juste intervenir en disant que changer les nouvelles têtes donc changer de nouvelles figures à la tête des ministères n'est pas un problème. Mais le problème est que est-ce que vous voulez pas être ministre? Non, est-ce que tout le monde a été incompétent? Non, parce que c'est ce que nous sommes en train de dire. Est-ce que tout le monde a été incompétent? Parce que pour arriver à changer, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas la tête de X que tu ne veux pas que tel soit là. Mais si tu ne peux pas aimer la tête de X, et si son apport a été significatif au sein du gouvernement ou du quinquennat passé, je ne vois pas pourquoi, pour des raisons de la satisfaction, comme vous l'avez dit, de la clameur publique, on doit arriver à faire un gouvernement comme ça. Là, je pense que c'est sérieux. Tu m'as dit également il faut couper les têtes des autorités morales dans ce Bon, écoutez, nous devons toujours savoir une chose. De tout ce que nous faisons ici comme analyse, tout relève de l'appréciation de Madame la Première ministre et aussi du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Cela ne vous empêche pas de réfléchir. Non, ça ne m'empêche pas de réfléchir. C'est dans ce sens-là que je suis en train de dire que nos opinions, nous sommes dans un pays démocratique, dans un pays où la liberté d'expression est assurée. C'est la raison pour laquelle nous sommes là en train de débattre de ces choses. Et cela veut dire que ce que nous donnons comme point de vue, c'est un point de vue qui justifie ce que nous pensons. Mais cela ne veut pas dire que cela va être copié-collé de la manière dont nous le souhaitons. Merci. Voilà beaucoup. Un peu. Oui, rapidement, on va changer. Oui. Je voudrais ramasser un peu au plus vite Romain. Quand il parle de ceux qui ont été compétents dans ce gouvernement sortant ou démissionnaire, c'est une exception. Donc c'est l'exception qui confirme la règle. Donc on sait, il y en a qui se sont distingués. Donc cela ne veut pas dire que parce qu'on va prendre 2 ou 3 qui se sont distingués dans le gouvernement sortant et que ça ferait une généralité de prendre toutes les anciennes têtes parce que tout le monde veut revenir. Surtout dans une situation de crise sécuritaire, on doit faire très attention de tenter une nouvelle expérience avec des gens, comme je l'ai dit au début, qui ont la fougue, la niaque de changer les choses. C'est ce qui Donc nous sommes en train de parler le même langage, mais en des mots différents. Parce que notre dénominateur commun, c'est la RDC. Et apparemment, vous craignez que si tous les membres du gouvernement Samadé ne reviennent pas, apparemment ça vous a dérangé. Hein? Rien ne me dérange. Rien ne me dérange du tout. Ce qui est plus important ici, j'étais en train de marteler parce que il faut toujours savoir que... Merci beaucoup. Nous faisons... On sait qu'il y a des gens qui se sont excellés, ils vont revenir. Ah oui. Là, il n'y a pas de problème. À l'instar de son ministre. Guy Landombo, c'est ça. Pourquoi pas s'il a excellé, s'il a donné quand même... Il ne faut pas dire si. Il ne faut pas dire s'il a excellé. Il a effectivement excellé. Voilà, c'est ce qu'il fallait dire. Il a effectivement excellé. Il fait partie de ceux qui ont excellé. Voilà. Non, il peut toutefois revenir, c'est là, il posera pas un bon marketing. Voilà. Non, il ne s'agit pas de marketing. Je suis en train de défendre les bilans de mon autorité. Mais c'est le marketing politique. Vous comprenez l'ambiance ici. On va continuer puisque l'actualité c'est aussi ces élections, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale qui s'est fait
entendre. Plusieurs candidats se sont pointés au sein de l'Union Sacrée qui peinent à nous présenter les candidats communs de l'Union Sacrée, puisqu'on voit les membres du Présidium en train de se bousculer ces prestigieux postes du speaker de l'Assemblée nationale. On se demande à quand les élections. Déjà lors de l'audience qui s'est déroulée ce mercredi, on devait normalement communiquer les calendriers pour les élections au niveau de la Chambre basse du Parlement. Christian Niamabou, je commence toujours avec vous. Est-ce cette lanterne est due également au retard que prend l'Union Sacrée de présenter son ticket gagnant? Je me plains du comportement des membres du présidium de l'Union Sacrée. Apparemment, c'est partout, au niveau du gouvernement, on attend toujours, et au niveau de l'Assemblée nationale, on attend toujours l'installation du bureau définitif. Ça fait mal parce que je me rends compte que la plupart de ces membres du présidium, chacun ses ambitions démesurées, personne ne voit l'urgence qu'il faut faire pour aider le pays ou encore le président de la République. Et sûrement, c'est vrai, on comprend, chacun peut manifester ses intérêts, ses ambitions parce qu'on est en démocratie. Mais l'Union Sacrée devrait aussi s'asseoir autour d'une table pour pouvoir savoir jouer cette carte-là. C'est dire que comme on est entre nous, qui pourra peut-être occuper l'Assemblée nationale, qui pourra occuper le Sénat, qui pourra occuper telle fonction au niveau des ministères, qui pourra faire ça. Et ça serait direct. Aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une sorte de scénario quand on voit Vital Kamerhe, membre du présidium de l'Union Sacrée, il est candidat à président à l'Assemblée nationale. Christophe Mbosso également, membre du présidium de l'Union Sacrée, candidat au même poste. Modeste Bahati. Tous. Mais finalement, si l'Union Sacrée avait présenté un seul ticket, on serait parti rapidement. Et dans tout ça, je suis en train de voir une personne qui prend une bonne posture, selon moi, quand je regarde de gauche à droite. Je suis en train de voir Bahati Lukwebo prendre une bonne position. Bon, il y attendre le mot d'ordre. Voilà. Parce que Bahati Lukwebo, il n'est pas allé vite dans les attaques ou dans les laboratoires médiatiques, mais on a vu les camps de Vital Kamerhe accuser les camps de Mbosso. Déjà, si Mbosso et Kamerhe s'entreaccusent, on laisse le boulevard vide pour Bahati Lukwebo, qui déjà avec la correction des erreurs matérielles a encore augmenté le nombre de ses élus. Il y aura aussi des indépendants qui vont voter pour ces élections du bureau définitif. Il y aura aussi les députés des différents partis politiques qui se diront, mais entre Bahati et Kamerhe, qui sont tous du sud Kivu, à qui est-ce qu'on peut accorder notre confiance? Ou bien, entre les deux, comme les deux ne se sont pas entendus, est-ce qu'il faut jeter les dévolus sur Christophe Mbosso? Donc, tout ça, ça fait réfléchir, mais je me dis qu'ils devraient montrer leur maturité. C'est vrai qu'ils sont matures, ça je n'y ai pas aussi. Seulement, je pense que celui qui va perdre à ces élections, qui ne rejoigne pas le M23. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Congolais, il suffit d'être frustré pour un tel sujet ou un autre, directement, on devient M23. Mais je crois aussi en la maturité et la grandeur politique de tous ces trois. Christophe Mbosso, qui d'ailleurs a une longue expérience dans la gestion de la République. Et surtout avec le retour de l'exécution des lapins de mort en République démocratique. On n'est pas là. Je ne vois pas l'un d'entre les trois être traître de la République. Je sais que c'est un jeu aussi démocratique, ils ont raison de s'exprimer. Et Vital Kamerhe, qui a été toujours le pacificateur, qu'il soit élu ou pas, il va œuvrer pour la paix. Et Modeste Bahati Lukwebo, qui a passé aussi beaucoup de temps dans la société civile, c'est un monsieur que je vois aussi doux et pacifique. Je pense qu'ils ont intérêt chacun à manifester ses ambitions, mais pourvu qu'ils soient aussi sportifs, qu'ils acceptent les résultats dans toute sportivité et que les choses se passent très bien, mais que ces élections se passent aussi le plus vite que possible, parce que le gouvernement qui sera publié doit être investi par le Parlement ou l'Assemblée nationale avec un bureau définitif. Merci beaucoup Christian, puisque vous avez parlé de la frustration. On a vu également un certain Modeste Bahati
encore, si on doit parler du régime, pendant le régime des Kabila, Modeste Bahati, qui n'était pas considéré à sa juste valeur par rapport à son poids politique, qui a claqué la porte. Est-ce que ça sera le cas pour ces élections? Ben là, c'est différent. Modeste Bahati, à l'époque, il a été dribblé simplement. Il a été dribblé par le régime Kabila et tout le monde avait vu que c'est Modeste Bahati qui avait un bon profil, jusqu'à tel point où le camp Kabila avait choisi... Cette histoire ne risque pas attendez, ça ne va pas se répéter. Ça ne va pas se répéter parce que le camp Kabila avait choisi, et c'était connu, le camp Kabila avait choisi Tambwe Mwamba. Tandis que pour l'Union sacrée, Félix Tshisekedi n'a pas personnellement désigné l'un d'entre les trois, selon ce qu'on voit jusqu'à ce jour. Et d'ailleurs, ça nous arrange aussi le fait que Augustin Kabouya ait retiré sa candidature parce que chacun pouvait s'accrocher derrière la photo d'Augustin Kabouya pour penser que, comme Augustin Kabouya, c'est la confiance du président Tshisekedi, donc c'est le président qui aurait validé. Et je crois que la situation n'est pas à comparer avec ce qui s'est passé du temps de Kabila. Modeste Bahati sera calme. Si jamais il ne gagnait pas, mais il a encore beaucoup de chances pour gagner aussi les élections. Merci beaucoup Christian Nyamabou. Clément, vous le savez bien que seul le bureau définitif de l'Assemblée nationale a ses prérogatives d'investir le gouvernement. Ici, nous avons parlé des lanternes dans la publication du gouvernement, la formation du gouvernement. Est-ce que cela va de pair également avec ce qui se passe au sein de l'Union sacrée? Oui, merci pour la passe en or que vous me passez. Alors, il faut marquer. Je voulais en fait dire de cette pression indirecte qu'aurait eu le Premier ministre si déjà on avait les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Mais seulement parce que les autorités morales ne s'entendent pas entre elles pour des postes de responsabilité. Et ils ne peuvent, il y a personne, je pense, entre les trois que Christian a cités, personne n'est prêt à concéder à l'autre. Mais pourtant, c'est de la vieille recette, c'est de la vieillerie. Mais pourquoi des jeunes qui sont à l'Assemblée nationale ne prennent pas l'initiative de sortir la tête de l'eau pour créer une surprise? Pourquoi seulement Kamere, Mbosso et Bahati? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mbosso, c'est le président de l'ancienne législature. Qu'est-ce qu'il a apporté comme initiative à l'Assemblée nationale? Vous avez... Parce qu'ici, on parle des enjeux... Mais ils en ont l'expérience, notamment Vital Kamere, qui a déjà été à ses postes. L'expérience, on n'en disconvient pas. Mais quant aux enjeux, parce qu'ici, on parle on vient de parler du gouvernement. C'est à quoi s'attendre. Et ce gouvernement-là doit être surveillé par l'Assemblée nationale. Et c'est le speaker qui doit bien gérer les choses. Vous avez un gouvernement qui vient vous présenter son chronogramme à travers son programme. Et la première année passe. Il n'y a pas d'interpellation, monsieur le Premier ministre. Vous nous aviez dit ça. Mais pourquoi jusque-là, ça n'a pas été fait? Il n'y en a pas. Ils sont dans quoi? Ils sont dans des intérêts privés de leur famille et autres. Et donc malheureusement, on continue à faire confiance à nos politiques parce que malheureusement, les choses, ça craint. Malheureusement, quelqu'un a dit on n'a que des hommes politiques que nous méritons. C'est le malheur que nous avons. Et c'est nous qui les acclamons. À ce moment ici, essayez de descendre sur le terrain avec des micros pour dire entre Mbosso et Kamere et Bahati, qui est-ce que vous voulez? Et ça sera peut-être difficile d'entendre quelqu'un vous dire non, on n'en veut pas. De tous les trois là, on ne veut personne. On doit avoir une nouvelle tête à l'Assemblée nationale. Déjà, il y a des camps qui se sont créés rapidement. Également, on va prendre Romain. Qu'est-ce qui bloque au sein de l'Union sacrée? Je voudrais ici d'abord dire que de toutes les analyses qu'ont fait mes co-débatteurs, je n'ai pas au moins trouvé que l'Union sacrée aurait déjà décidé sur qui doit être speaker de l'Assemblée nationale et que les autres se sont opposés. Déjà, à l'entame, j'ai dit ça. Ce qui veut dire que ce qui se passe pour le moment, c'est les jeux politiques, les tractations politiques normales
Ici, je voudrais encore épingler un autre élément très important, c'est le caractère démocratique qu'incarne la personne du président de la République, chef de l'État. Vous allez vous rendre compte avec moi que le président de la République donne le plein pouvoir aux coordonnateurs de l'Union sacrée de gérer l'affaire et de choisir à leur niveau et qu'eux viennent proposer au président de la République. Ce qui n'a toujours pas été fait. Donc, ce que moi je suis en train de dire ici est que de la même façon où je vous ai dit d'être patient pour le gouvernement, je vais encore vous demander de la patience, le temps que... le temps... Ça ne sera pas des trop, non, je suis en train de dire ici, en ces termes, que au sein de l'Union sacrée, il n'y a aucune fissure. Si ce n'est qu'un jeu politique démocratique. Avec des leaders qui peinent à s'accorder autour d'une candidature. Non, ils ne peinent pas. Qui a dit qu'ils peinent? Parce que chacun a exprimé ses ambitions. Est-ce que c'est un problème? Est-il antidémocratique pour un leader d'exprimer son ambition? Soit le président Bosso qui a dit moi je vais encore, le président Bahati qui dit moi encore. Ça c'est l'expression des ambitions qui est purement démocratique. Vous avez vu le président, le secrétaire général de l'IDPS qui avait exprimé ses ambitions et démocratiquement, il a retiré sa candidature. Ce sont des jets démocratiques. Le problème avec nous, c'est que nous sommes déjà habitués avec des systèmes d'imposition où vous vous réveillez les matins. Il a dit, et lui attend le mot d'ordre. Le mot d'ordre du président. C'est là que je suis en train de dire ici que au niveau de l'Union sacrée, il n'y a aucune fissure. Il n'y a aucun problème. C'est juste que ce sont des tractations politiques normales. C'est les chefs de l'État des tractations politiques normales au sein de cette grande méga plateforme politique. Et voilà. Et ici, moi, je voudrais ici dire aussi que par rapport à ce qui concerne le parti Agissons pour la République, comme je vous l'ai toujours dit, je reste derrière notre idéologie qui est l'idéologie selon laquelle nous visons l'idéal. L'idéal, c'est quoi? L'amélioration des conditions de la population. Qu'il soit X, nous n'avons pas une préférence, comment je peux dire, nous là, nous sommes derrière Kingani. Non, nous sommes derrière une personne qui incarne les valeurs, une personne qui sera au niveau de l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour défendre le président de la République, défendre les intérêts de la population. C'est le plus important pour nous. Nous n'avons pas une préférence, nous sommes derrière tel, nous sommes derrière tel, nous sommes derrière la meilleure personne qui sera désignée par le président de la République pour assurer cette fonction au sein de l'Union au sein de l'Assemblée nationale. Voilà, merci beaucoup Romain Ganzambe. Ainsi dit, nous sommes arrivés en termes de cette émission C'est plus presse. C'était chaud, vous avez compris et vous avez appris. Également, nous nous sommes donné la peine d'éclairer l'opinion sur les questions d'actualité. Christian Nyama, vous étiez les nôtres. Merci pour votre présence. Merci. Également à Clément qui était les nôtres. En tout cas, merci et nos portes vous seront grandement ouvertes pour participer. C'est plus près, c'est votre émission. Merci beaucoup, Divin. Je suis très heureux. Donc, on reviendra. Merci beaucoup, Romain Ganzambe également. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Un bon politique, vous me permettrez de m'acquitter d'un devoir sacré. 20 secondes. De féliciter une fois de plus notre autorité de référence, Maître Guy Luandomboyo, pour son implication personnelle afin d'avoir la réhabilitation de nos élus. Vous me permettrez aussi encore de saluer le secrétaire général, le camarade Camille Richard Kalele, et aussi notre coordonnateur de la communication du parti ad intérim, le camarade Jean-Jacques Maloulou. En tout cas, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont vraiment suivis. Et je pense que c'est chez nous. Je reviendrai encore manger chez nous. Merci beaucoup. Romain Ganzambe, ainsi dit, nous mettons un point final à ces numéros de C+ Presse. Vous étiez nombreux à nous suivre. En tout cas, merci de l'avoir fait et surtout restez branchés sur les antennes de la Communication Plus Télévision. Au revoir.